Pour Gadel 24 News, il est 19 h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, l'Algérie appelle à des consultations à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU compte tenu de la gravité de la situation à laquelle est confrontée l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. « 462e jour consécutif de génocide sioniste sur la bande de Gaza. Le bilan dépasse ce vendredi la barre des 46 000 martyrs, dont des femmes et des enfants en grande majorité. Et puis intensification des agressions sionistes contre le Liban. Au moins 6 personnes sont tombées en martyrs dans une attaque sioniste contre la ville de Terdaba dans le sud du pays. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, est arrivé ce vendredi à N'Djamena où il a remis au président de la République du Tchad une lettre du président algérien Abdelmajid Tebboune. Et enfin, la Californie ravagée par les incendies, bilan au moins 10 morts et des millions de dollars de dégâts. Une catastrophe naturelle récupérée politiquement par les Américains. On en parlera plus amplement dans cette édition. Bonsoir à tous. Compte tenu de la gravité de la situation à laquelle est confrontée l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés, l'Algérie a appelé ce vendredi à des consultations à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU prévues pour le 17 janvier prochain. 462e jour consécutif donc de génocide sioniste sur la bande de Gaza et la liste des victimes ne cesse de s'allonger. Le bilan a d'ailleurs dépassé ce vendredi la barre des 46 000 martyrs, dont des femmes et des enfants en grande majorité. Le nombre des blessés avoisine quant à lui les 109 000 depuis octobre 2023. Et rien que depuis ce matin, au moins 22 martyrs, dont des femmes et des enfants, ont été signalés par le ministère palestinien de la Santé. Des Palestiniens tués dans plusieurs agressions sionistes à travers la bande assiégée. Et parmi ces 22 morts, au moins 7, dont un journaliste, sont tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés ce vendredi matin dans de nouveaux bombardements ayant ciblé les camps de déplacés de Boreij et de Nusayrat au centre de la bande. Le nombre de journalistes tombés, on le rappelle, en martyrs depuis le 7 octobre 2023 s'élève à présent à 203. Et au sud de l'enclave, plusieurs martyrs et blessés sont à déplorer dans une attaque au drone sioniste ayant visé un rassemblement de plusieurs personnes dans la ville de Khan Younes. Vous l'aurez compris, aucune zone de la bande de Gaza n'a été épargnée ces dernières 24 heures. Dans une autre attaque, au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs tôt ce vendredi dans la rue Al-Mansoura, dans le quartier de Choujaïa, à l'est de Gaza.
Et en Cisjordanie occupée, les forces d'occupation sionistes ont mené ce vendredi de violentes incursions à bord de chars et de bulldozers, principalement dans les gouvernorats de Naplouse, de Jenin et de Ramallah. Les forces d'occupation ont par ailleurs arrêté plusieurs Palestiniens tout en vandalisant et détruisant leurs maisons. Et les agressions sionistes continuent de s'élargir au-delà des frontières palestiniennes. De la fumée s'est élevée ce vendredi après des attaques aériennes ciblant le sud de Sanaa, la capitale du Yémen, alors que des manifestants se rassemblaient comme ils le font chaque semaine en soutien aux Palestiniens de Gaza. On en parlait en titre, les violations sionistes du cessez-le-feu au Liban se multiplient. Le ministère libanais de la Santé a fait état ce vendredi dans un communiqué d'au moins 6 personnes tombées en martyrs et 2 autres blessées dans une attaque sioniste contre la ville de Terdaba dans le sud du pays. Un bilan qui pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures. Le Liban qui a à cet effet déposé une énième plainte au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans un communiqué, la diplomatie libanaise a déclaré que la plainte révèle des attaques graves qui constituent une violation claire des lois internationales et une menace directe à la souveraineté et à la sécurité du Liban. Le pays appelle le Conseil de sécurité à prendre des mesures immédiates pour mettre un terme à ces attaques. Les membres du Conseil de sécurité ont salué jeudi l'élection de Joseph Aoun en tant que nouveau président du Liban, mettant fin à plus de 2 ans de vacances à ce poste important tout en affirmant leur attachement à la souveraineté et à l'indépendance de ce pays lors de discussions à huis clos consacrées aux derniers développements politiques au Liban. Et de son côté, le Premier ministre libanais Najib Mikati a déclaré ce vendredi que l'État commencerait à désarmer le sud du Liban, plus précisément la région du sud du Litanie, pour rétablir sa présence dans tout le pays. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle étape. Cette nouvelle étape consiste à commencer par désarmer le sud Liban et le sud Litanie en particulier, afin que l'État soit présent sur tous les territoires libanais et que la stabilité commence par le sud Liban. Nous avons discuté des défis actuels et du discours d'investiture d'hier qui en fait fixe une direction pour tout nouveau gouvernement, afin que nous puissions mettre en œuvre ces points par le biais des mesures constitutionnelles nécessaires. Nous avons parlé de la situation dans le sud et de la nécessité d'un retrait rapide et complet israélien pendant la période restante au sud Liban, de la restauration de la stabilité et de l'arrêt des violations israéliennes au Liban. Le 11e dialogue économique et financier sino-britannique se tiendra à Pékin le 11 janvier, comme convenu entre les deux parties. Le dialogue sera coprésidé par le vice-premier ministre chinois Li Feng, également membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, et la chancelière de l'échiquier britannique Rachel Reeves, qui seront les chefs de file du dialogue. C'est donc officiel, après 2 ans sans chef d'État, le Liban se réveille enfin avec un président faisant régner l'espoir d'une nouvelle ère qui s'apprête à commencer pour le pays, mettant fin au chaos, à la crise et surtout à l'ingérence. Khaldin Batash. Les kiosques de journaux avaient fière allure ce matin à la capitale libanaise Beyrouth.
Les unes de la presse ne transigeaient pas avec le vent d'espoir qui souffle sur le pays au lendemain de l'élection de Joseph Aoun à la tête du pays du Cèdre. Ce n'est pas que l'ampleur de la tâche ne soit pas grande, mais l'unité de tout un peuple face au danger de délitement de l'État a fini par triompher de la barbarie des agressions sionistes et des ingérences étrangères. Cela nous rend vraiment heureux et donc confiance dans ce pays que nous ayons un président qui rassemble toutes ces personnes et qui en même temps travaille sur des solutions adaptées à notre situation sociale, économique et politique. Bien sûr, pour nous, la question du sud du Liban est fondamentale et il s'est engagé hier dans son discours à reconstruire et à ouvrir la voie au retrait israélien. Franchement, je suis très optimiste après l'élection du président Joseph Aoun. Tout d'abord, je tiens à le féliciter et à féliciter tous les Libanais pour ce que je considère comme une victoire du peuple libanais en élisant le général Joseph Aoun. En ce qui concerne son discours de prestation de serment, je suis franchement optimiste. J'ai confiance en lui en tant que personne et j'ai confiance en son contenu. Je parle de son discours et à mon avis, il le mettra en œuvre. Il mettra en œuvre beaucoup de choses qu'il a dites. Le Liban, pays pivot de la région du Moyen-Orient, faisait en effet face à de nombreux défis sur le plan géopolitique et économique, alors que le Parlement tentait d'élire un successeur à Michel Aoun depuis 2 ans. L'épisode douloureux de l'explosion du port de Beyrouth a plongé le pays dans l'une des pires crises économiques de son histoire, marquée par une envolée de l'inflation et une chute vertigineuse de la livre libanaise, conjuguée à une dollarisation totale de l'économie. Si les déboires économiques du Liban le mettaient dans une mauvaise posture face aux réformes proposées par le Fonds monétaire international, l'escalade sioniste sur l'ensemble des régions du pays le plaçait en première ligne devant les tentatives de l'entité sioniste d'embraser la région. Après le cessez-le-feu arraché par un peuple soudé autour de la résistance nationale face à l'ennemi sioniste, l'élection de Joseph Aoun marque une nouvelle étape dans le processus de renaissance du Liban. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les Libanais demandent au nouveau président de prendre en compte les demandes du peuple qui aura tenu bon durant des années face à une crise multidimensionnelle qui au final n'aura fait que renforcer sa résilience légendaire face aux ennemis de l'extérieur. Et c'est une nouvelle victoire diplomatique pour l'Algérie. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de franchir une étape décisive dans la lutte contre le financement du terrorisme en entérinant l'adoption par son comité contre le terrorisme d'un ensemble de principes directeurs qui porteront désormais le nom des principes directeurs de l'Algérie. Une empreinte significative dans l'architecture internationale de lutte contre le terrorisme. L'adoption des principes de l'Algérie sur le financement du terrorisme par les nouvelles technologies constitue donc un héritage tangible de la participation de l'Algérie, marquant ainsi une contribution historique à la paix et à la sécurité internationale. On parle justement de cette nouvelle consécration diplomatique pour l'Algérie avec notre invité du 19h. Nous rejoint ce soir Mohamed Hani, député et membre de la Commission des Affaires étrangères de l'APN. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Mohamed Hani, c'est donc une nouvelle consécration pour l'action diplomatique algérienne. L'Algérie confirme donc son rang de leader africain dans la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? Alors tout à fait, je tiens à féliciter déjà notre diplomatie qui a réalisé cet exploit. De deux, l'Algérie, pays connu pour son combat et son expérience contre le terrorisme, aujourd'hui, grâce à notre diplomatie et bien évidemment le dernier texte. On vous entend assez mal, Mohamed Hani. Pouvez-vous vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Je vais juste vous répéter la question. C'est donc une nouvelle consécration diplomatique pour l'action diplomatique algérienne. L'Algérie qui vient donc confirmer son rang de leader africain dans la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas, Mohamed Hani? Le rôle joué auparavant par l'Algérie et que l'Algérie continue à jouer
dans ce combat qui est déjà très compliqué, mais mixé aux nouvelles technologies qui compliquent un peu la chose. Mais grâce à l'expérience acquise, l'Algérie aujourd'hui a su gérer, fédérer et arriver à cette dernière adoption à l'unanimité, un texte très important, ce qui prouve aujourd'hui le rôle que notre pays joue au sein du Conseil de sécurité, qu'elle préside depuis le début janvier. Alors on le sait, le terrorisme est un fléau qui gangrène particulièrement la région du Sahel et qui est une menace pour la stabilité globale en général. L'action diplomatique algérienne dresse comme priorité justement la lutte contre ce fléau et l'éradication de ces moyens de financement, à l'instar du paiement de rançon et de la promotion du développement dans les zones fragilisées par la pauvreté. Peut-on dire, selon vous, Mohamed Hani, que l'expérience algérienne est érigée comme modèle de référence internationale? Tout à fait, c'est une chose connue et reconnue par tout le monde. L'Algérie a été sollicitée à maintes reprises pour amener sur son expérience justement acquise. Et de la même manière, nous connaissons tous, et le monde entier connaît les principes d'Algérie, qui ne paye jamais de rançon, qui ne négocie jamais avec les terroristes. Bien au contraire, nos services de sécurité ont acquis une expérience pendant 6 mois et ils ont, grâce à cette expérience, ils ont pu apporter, mettre à disposition du monde entier cette expérience acquise pour justement contrer ce fléau, le combat dans toutes les zones qui sont touchées par ce dernier. Par exemple, le Sahel, où l'Algérie joue un rôle de pivot, qui a toujours proposé des solutions pour régler tous les discussions dans cette région. L'Algérie qui est un modèle contre le fléau terroriste, dans la lutte contre le fléau terroriste, loin de ce qu'on appelle le tout sécuritaire, comme on le voit à l'œuvre par exemple au Mali, et avec une approche combinée qui a montré son efficacité, rappelant bien sûr que l'Algérie a combattu le terrorisme et a vaincu le terrorisme par ses propres moyens dans les années 90. Pour rappel, l'Algérie s'est retrouvée seule à combattre ce fléau, à combattre ce terrorisme qui a touché des Algériens, avec un nombre très important de victimes. Donc aujourd'hui, nous avons, en plus, à l'époque, c'était un terrorisme très spécial, plus urbain qu'autre chose. Donc avec cette expérience acquise par nos services de sécurité, qui ont formé derrière d'autres services de sécurité, l'Algérie a pu être le porte-parole de l'Afrique à ce niveau-là, et surtout sur le côté, maintenant, avec toutes les nouvelles technologies. Donc le fléau a pris une ampleur tels qu'ils utilisent tous les moyens, donc entre autres le blanchiment d'argent, chose que l'Algérie a toujours combattue. Elle a mis des procédures, elle a mis une législation qui est très très stricte à ce niveau-là, et je pense qu'elle a mis à disposition du monde entier son expérience. Donc à partir de là, quand on voit ce texte adopté à l'unanimité, je considère ça comme une reconnaissance des efforts fournis par notre pays, par notre diplomatie, pour combattre ce fléau qui a touché pas mal de régions. Justement, vous le disiez tout à l'heure, l'Algérie préside en ce mois de janvier le Conseil de sécurité de l'ONU, l'occasion pour le pays de mettre sur la table des dossiers de grande importance, à l'instar de la situation en Palestine, de la situation en Syrie. L'Algérie, justement, au Conseil de sécurité, a pour cheval de bataille notamment la réforme de cette institution pour réparer l'injustice historique qui a été faite, que ce soit au monde arabe ou bien surtout à l'Afrique, au continent africain. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, bientôt d'un siège permanent pour l'Algérie au Conseil de sécurité? C'est une requête déjà de l'Algérie depuis quelques années. Nous estimons, l'Algérie a estimé qu'il faudrait un nombre plus important en termes de représentation de l'Afrique spécialement. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de fédérer et d'arriver à cet objectif. L'Afrique du Sud, de la même manière, partage le même avis que l'Algérie. Donc je pense qu'il y a un axe qui se construit, Alger, Johannesburg, justement pour arriver à cet objectif. Je pense qu'il est temps de faire une réforme de toutes ces institutions internationales, car, pour rappel, l'Algérie n'était pas encore indépendante quand il y a eu le premier Conseil de sécurité. Donc il est temps aujourd'hui que l'Afrique retrouve sa place, avec un nombre de pays aujourd'hui qui est une population très très importante. Je pense que 2 ou 3 sièges pour l'Afrique seraient plus que nécessaires aujourd'hui. Mohamed Hani, vous qui êtes député, pouvez-vous justement nous éclairer sur l'apport de la diplomatie parlementaire soutenant les efforts considérables déployés par Alger sur une scène internationale qui est aujourd'hui particulièrement complexe? Exactement. Bon, déjà, nous sommes là en tant que parlementaires, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, d'accompagner notre diplomatie officielle. Et de la même manière, on peut passer des messages que l'officiel, parfois, il y a quand même de la réserve.
Donc aujourd'hui, notre rôle est plus qu'important, j'allais dire, grâce au groupe d'amitié, par exemple, qui ont été créés au niveau de l'Assemblée nationale, et bien évidemment, tous les échanges bilatéraux qui se composent au niveau de notre Assemblée. De la même manière, nous avons aussi notre rôle dans les différentes rencontres à l'international, et ce qui nous permet aujourd'hui de passer des messages auprès de nos collègues qui, eux, de l'autre côté, si je prends l'exemple de la Palestine, pourront faire pression sur leur gouvernement. Donc il y a un rôle complémentaire. L'Algérie, la diplomatie parlementaire algérienne est revenue sur la scène, que ce soit au niveau économique, politique et éventuellement sportif. Donc il y a les nouveaux termes qui apparaissent aujourd'hui, donc la diplomatie économique, sportive, culturelle, et c'est notre rôle en tant que parlementaire et porteur de la voix du peuple de jouer ce rôle-là. Pour revenir à l'approche du tout sécuritaire, Mohamed Hani, on l'a vu, elle a montré son échec dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, que l'approche algérienne, à contrario, pourrait constituer une alternative ? C'est une alternative, nous l'avons toujours dit, c'est que le tout militaire n'a jamais apporté de solution. L'Algérie a plutôt une vision qui est différente de certains pays, c'est d'accompagner les pays qui sont en difficulté, c'est d'accompagner des pays qui sont ciblés par ce fléau du terrorisme et surtout faire du développement local à leur niveau. Donc aujourd'hui, c'est clair que notre vision est complètement différente, chose qu'on a dénoncée en tant que parlementaire lors de la dernière rencontre de l'OCI à Alger. Et c'est un message qu'on a passé à nos collègues. Donc je pense que notre vision elle est plus que juste. Et je pense que nous estimons que c'est la meilleure solution pour contrer ce fléau. On peut prendre des exemples au niveau du Sahel, du Mali, au Niger, où l'Algérie a lancé des projets de proximité, des projets de développement local qui ont apporté des résultats. L'approche du tout sécuritaire qui est d'ailleurs symbolisée par l'échec de la France et de ses alliés sur le continent africain. Exactement, c'est ce qui a poussé aujourd'hui certains pays, pour ne pas dire tous les pays d'Afrique, ont rejeté cette vision tout militaire française. Et donc du coup, on voit aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les forces armées françaises ont quitté le continent. Aujourd'hui, je pense que la solution, telle qu'elle le préconise l'Algérie, c'est de réunir, rassembler et d'accompagner le développement, chose que malheureusement, à titre d'exemple, la France n'a jamais su faire et ne fera jamais. Merci beaucoup Mohamed Hani d'avoir répondu à nos questions. On vous dit à très bientôt. Merci à vous, bonne soirée. On passe à l'actualité africaine. Juste après ce jingle, restez avec nous. En sa qualité d'envoyé spécial du président algérien, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chahib, est arrivé ce vendredi à N'Djamena où il a remis à Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, une lettre du président algérien Abdelmajid Tebboune. Lors de cette rencontre, le secrétaire d'État a transmis les salutations fraternelles du président algérien ainsi que sa volonté d'œuvrer de concert avec son homologue au renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Et de son côté, le président tchadien a exprimé sa volonté de poursuivre le travail pour la consolidation des relations bilatérales de fraternité, de coopération et de solidarité. Donc, sans rentrer dans le détail de cette missive, son objet a porté sur les relations bilatérales entre l'Algérie et le Tchad. Ce sont des relations anciennes qui sont empreintes de fraternité, de solidarité et de coopération. Et je pense que ma présence ici même aujourd'hui, au lendemain d'événements qu'a connu la capitale tchadienne, témoigne de l'attachement de l'Algérie à cette relation. Cette audience a permis d'avoir un échange riche et fructueux sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre nos deux pays dans différents domaines d'intérêt commun. La candidate a déjà été ici au Tchad. Elle a effectué une visite au cours du mois de décembre pour exposer sa vision aux autorités tchadiennes. Et nous avons bien évidemment bon espoir de recevoir le soutien précieux des autorités tchadiennes à cette candidature, dans la fidélité bien évidemment des relations fraternelles qui lient nos deux pays. Énergie, l'Algérie et le Niger intensifient leurs efforts pour concrétiser des projets d'envergure. Les experts du groupe Sonatrach ont entamé une visite de travail au Niger afin de faire avancer plusieurs dossiers stratégiques. La création d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique dans la ville de Dosso figure d'ailleurs comme une priorité pour les deux parties. Un projet qui s'inscrit également dans l'objectif d'accélérer la réalisation du méga-projet du gazoduc transsaharien. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban.
La coopération énergétique entre l'Algérie et le Niger en ordre de marche, portée par la vision du géant Sonatrach en faveur du développement des infrastructures énergétiques en Afrique. Les deux parties examinent les détails relatifs à la création d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique dans la ville nigérienne de Dosso. Cette coopération témoigne de l'engagement de l'Algérie à accompagner le Niger dans la transformation de ses richesses naturelles en levier de développement durable. L'Algérie, et c'est un fait connu de tous, parce que ça va faire reconnu dans le domaine des hydrocarbures, constitue un modèle, un partenaire stratégique pour notre pays. Le projet de raffinerie à Dosso, associé à un complexe pétrochimique, est bien plus qu'une infrastructure industrielle. C'est une pierre angulaire, en tout cas qui transforme le Niger. L'essentiel est que nous avancions de manière structurée et rigoureuse. La collaboration entre experts algériens et les équipes nigériennes constituera le socle de cette rigueur. Selon les premières informations, la raffinerie prévue sera dotée d'une capacité initiale de production de 30 000 barils par jour, extensible à 100 000 barils par jour. Elle sera accompagnée d'un complexe pétrochimique destiné à valoriser les ressources naturelles locales. Cet engagement se traduit par un soutien technique et stratégique pour accompagner le Niger dans sa quête de sécurité énergétique et dans le même temps, il s'agit d'un pas de plus dans le sens de développement économique inclusif nécessaire à l'essor de la région sahélo-saharienne. La mission que j'avais effectuée en Algérie en septembre dernier, l'Algérie s'était engagée à nous accompagner dans la mise en œuvre de notre projet de raffinerie et de complexe pétrochimique. Ces experts vont passer une semaine ici. Nous avons arrêté le programme d'activité. Ils nous ont apporté également toute la documentation qui va nous aider dans la mise en œuvre de notre projet, à savoir un modèle d'étude de faisabilité, un modèle de contrat, un modèle financier et un modèle de cahier de charges. L'Algérie réaffirme sa volonté de renforcer la coopération avec les pays voisins et de consolider sa position de leader énergétique en Afrique. En parallèle, cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large, celui de l'accélération du méga-projet du gazoduc transsaharien TSGP. Ce méga-projet qui reliera le Nigeria, le Niger et l'Algérie vise à faire de la région un hub énergétique stratégique tout en répondant aux besoins croissants en énergie sur le continent et au-delà. On va justement parler en partenariat énergétique entre l'Algérie et le Niger avec Berded Mendouche, expert international en énergie, en direct de Londres par téléphone. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors Berded Mendouche, le groupe algérien Sonatrach réaffirme ses ambitions de développement à l'international avec deux ambitieux projets au Niger. Quel est justement votre point de vue d'expert sur les avantages à tirer de cette coopération, à la fois que ce soit pour l'Algérie, mais aussi pour le Niger? Oui, donc récemment, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu une annonce par le groupe Sonatrach d'un partenariat avec le Niger pour la construction d'une raffinerie et également pour le développement de l'industrie pétrochimique. En fait, ceci concerne l'engagement de l'Algérie à accompagner le Niger dans ses projets énergétiques. Ceci est possible car la Sonatrach dispose déjà de plus de 60 ans d'expérience dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie et donc pourrait exporter son savoir-faire, son expertise au Niger. Je rappelle également que ce partenariat ne date pas d'hier ou de ce nouveau partenariat qui s'inscrit dans l'aval pétrolier, c'est-à-dire raffinage et pétrochimie, dans l'amont pétrolier, c'est-à-dire dans l'exploration et la production. Dans les années 2000, c'est une filiale de Sonatrach qui avait fait des campagnes d'exploration. À partir de là, la SONIDEP, qui est la société pétrolière du Niger, avait analysé les données et avait confié dans le cadre d'un partenariat sur le bloc Kafra, qui se situe dans le désert du Ténéré, au nord du Niger et au sud de l'Algérie, donc à la frontière. Il y a eu 2 puits. Donc le premier puits, c'est Kafra 1,
qui a déjà donné une production importante de pétrole avec une évaluation de ses réserves autour de 170 millions de barils en place. 2019, un deuxième puits a donné également du pétrole avec des réserves nettement plus importantes, évaluées à 400 millions de barils en place, et également la présence importante d'une quantité de paraffine. Donc la paraffine, c'est un produit qui est utilisé pour les moteurs qui fonctionnent au diesel et également pour les moteurs des fusées. Donc c'est un produit dérivé du pétrole et qui coûte très cher au niveau des prix à l'international. Donc ce nouveau partenariat englobe également la formation des cadres de la société de pétrole du Niger qui vont se faire au niveau de l'Institut algérien du pétrole de Bombardès, qui est une filiale de formation de la Sonatrach, aussi bien une formation théorique du raffinage et également dans le domaine de l'industrie pétrochimique, mais également des stages pratiques au niveau des raffineries dont dispose la Sonatrach, celles de Sidi Askina Alger, d'Arze et de Skikda. Donc l'Algérie joue pleinement sa carte énergétique en Afrique, Monsieur Mendouche, ce qui vient consolider la feuille de route en matière de développement de son secteur énergétique au niveau régional. Y a-t-il aujourd'hui, selon vous, des parts de marché à prendre chez nos voisins, notamment dans le oil and gas? Oui, donc cette stratégie, en fait, elle s'inscrit dans une stratégie globale de la Sonatrach à l'international grâce à sa filiale, la FIPEX, qui est la société qui a pour attribution d'aller à l'international, aussi bien dans le domaine de l'exploration, dans le domaine de l'exploitation à travers des partenariats, prioritairement vers l'Afrique. Elle est également présente en Mauritanie, elle est également en Libye, où il y a eu déjà des découvertes sur des blocs au niveau du bassin de Adames depuis déjà quelques années, avec des reprises il y a une année. Il y a également des discussions avec le Mozambique et également avec le Sénégal. Donc déjà, à travers ce partenariat, donc il y a des participations au niveau des gisements découverts, et donc la partie qui revient à la Sonatrach, c'est les bénéfices qui vont revenir au niveau de la Sonatrach de manière directe en exportant sa partie de pétrole ou de gaz découvert d'une part, mais également il y a un retour en matière de l'image à l'international de Sonatrach, puisque c'est un groupe qui est déjà connu à l'échelle internationale et ça renforce son image au niveau africain. Je dirais que cette stratégie permet à ces pays africains d'aller à une coopération sud-sud, alors qu'auparavant, c'était des sociétés ou groupes pétroliers internationaux qui avaient presque le monopole au niveau de ces pays. Donc il y a une prise de conscience. Ça leur revient moins cher, la coopération est plus facile, les relations sont nettement plus détendues et le savoir-faire se transmet beaucoup plus d'une manière amicale et de manière désintéressée. Et donc là, il y a un intérêt dans le cadre de ces contrats win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, qui est bénéfique pour les deux parties. Parallèlement avec le Niger étant partie prenante du grand gazoduc, le Trans-Sahara Pipeline. Justement, cette coopération constitue donc un gage de plus dans le cadre de l'élaboration du projet du gazoduc transsaharien TSGP, n'est-ce pas? Absolument, parce que la partie du Niger fait à peu près 800 km. Et donc, c'est du Nigeria, ils traversent le Niger, puis ensuite vers l'Algérie. Et ils sont très intéressés. Et dans ce domaine, la Sonatrach dispose également d'une très grande expérience, qu'il a déjà des gazoducs qui sont en place, notamment celui qui va vers l'Italie, celui qui va vers l'Espagne, le Medgaz, et le troisième qui est momentanément arrêté. Donc, il y a une grande expertise, et il y a un grand savoir-faire qui sera transmis à nos amis africains. Merci beaucoup, Monsieur Barded Mendouche, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci.
La vague de dénonciations au Maroc de l'approche répressive du Merzen en matière de droits et de liberté et de son étouffement continu des voies libres s'intensifie d'une manière importante, ce qui suggère une escalade sur la scène des droits de l'homme. Dans ce contexte, l'organisation de jeunesse affiliée au Parti Fédération de la Gauche démocratique a dénoncé ce qu'elle décrit comme la régression croissante des droits de l'homme et les atteintes aux libertés fondamentales, exprimant sa profonde inquiétude face au développement négatif et inquiétant dans le domaine des droits et des libertés dans le royaume. On reste au Maroc avec ce coup digne d'un scénario hollywoodien. Les sources médiatiques espagnoles ont révélé une opération de grande envergure menée par un réseau criminel marocain organisé qui a utilisé des plongeurs professionnels pour faire passer 200 kg de cocaïne brute vers la ville de Nador, au nord du pays, où cette drogue est traitée avant d'être exportée vers les marchés européens. Les rapports indiquent qu'un des grands trafiquants de drogue bien connus de la région qui possède un commerce à Melilla était chargé de recevoir la dernière cargaison. Et puis zoom sur ces nouveaux chiffres glaçants sur la situation humanitaire catastrophique au Soudan. Ils sont environ 3,2 millions d'enfants de moins de 5 ans à souffrir de malnutrition aiguë en 2025, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF qui estime de manière générale que le faible accès aux soins médicaux et à l'eau potable, le manque d'hygiène, les pratiques alimentaires inappropriées ainsi que l'insécurité alimentaire représentent les principales causes structurelles de la malnutrition aiguë, rappelant que la famine a déjà frappé 5 régions du pays en conflit. Dans le reste de l'actualité internationale, ces images qui ont fait le tour du monde, le feu continue de ravager les abords de Los Angeles, où les principaux incendies restent hors de contrôle dans la mégapole californienne. On vient de le voir, une partie de la Californie a été réduite en cendres. Bilan, au moins 10 morts et des millions de dollars de dégâts. Une catastrophe récupérée politiquement par les Américains. Les détails, Safwan Ben Sabri. Des scènes apocalyptiques rythment les journées de Los Angeles. Affectueusement appelée LA, c'est la deuxième plus grande ville des États-Unis qui est en train de sombrer dans les ténèbres et les flammes. Le feu a jusqu'à présent englouti plus de 14 000 hectares à Los Angeles. Selon le service des incendies de l'État de Californie, plus de 180 000 personnes ont-elles été évacuées. Le bilan fait état de 10 morts. Lors d'une réunion de crise, le président américain s'est longuement prononcé sur les événements en Californie. La catastrophe est telle que Joe Biden a décidé de mobiliser des renforts militaires. J'envoie également toutes les ressources fédérales possibles en Californie du Sud, notamment 400 pompiers fédéraux supplémentaires, plus de 30 hélicoptères et avions de lutte contre les incendies fournis par le gouvernement fédéral, des avions et des hélicoptères de lutte contre les incendies et 8 C-130 du ministère de la Défense équipés pour lutter contre les incendies de forêt. Une façon de répondre aux attaques incessantes de Donald Trump, accusant le camp démocrate de mauvaise gestion des incendies dans l'État de Californie, gouverné par un cadre du Parti démocrate. Le président élu Donald Trump, climato-sceptique, a déclaré sur son réseau social que la Californie manquait d'eau à cause des politiques environnementales démocrates qui détourneraient l'eau de pluie pour protéger des poissons inutiles selon lui. Les scientifiques, eux, rappellent régulièrement que le réchauffement climatique augmente la fréquence des événements météorologiques extrêmes
et renforce le potentiel de destruction des catastrophes naturelles. L'année 2024 qui a d'ailleurs été classée la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850 et elle est la première à dépasser le seuil d'1,5 degré Celsius de réchauffement climatique comparé à l'ère pré-industrielle selon le bilan du service européen Copernicus pour le changement climatique. Une poussée de fièvre qui a alimenté une cascade de catastrophes du cyclone Chido à Mayotte aux inondations à Valence en Espagne en passant par les incendies au Canada et les canicules aux États-Unis. Le dérèglement climatique n'offre donc aucun répit. L'Organisation météorologique mondiale confirmera plus tard dans la journée que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nous avons connu des températures extraordinaires à la surface des terres et des mers, une chaleur extraordinaire des océans, accompagnée, comme nous le savons tous, de conditions météorologiques très extrêmes qui ont touché de nombreux pays à travers le monde, détruisant des vies, des moyens de subsistance, des espoirs et des rêves. Nous avons vu de nombreux impacts du changement climatique faire reculer la banquise et les glaciers. Ce fut une année extraordinaire. L'économie mondiale a résisté aux impacts des conflits et de l'inflation en 2024 et devrait croître de façon modérée de 2,8% en 2025. C'est ce qu'ont annoncé les Nations Unies. Dans leur rapport, les économistes de l'ONU ont expliqué que leurs prévisions positives étaient motivées par la forte croissance, bien que ralentie prévue pour la Chine et les États-Unis, ainsi que par les performances robustes attendues pour l'Inde et l'Indonésie. Le 11e dialogue économique et financier Chine-Royaume-Uni se tiendra demain à Pékin comme convenu entre les deux parties. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Objectif, mettre en œuvre l'important consensus atteint par le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre britannique Keir Starmer, avec au menu des discussions les politiques macroéconomiques, la mondialisation économique, le commerce et l'investissement, la coopération industrielle et le développement des marchés financiers. Le 11e dialogue économique et financier sino-britannique se tiendra à Pékin le 11 janvier, comme convenu entre les deux parties. Le dialogue sera coprésidé par le vice-premier ministre chinois Li Feng, également membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, et la chancelière de l'échiquier britannique Rachel Reeves, qui seront les chefs de file du dialogue. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a prêté serment ce vendredi à l'Assemblée nationale de Caracas pour un 3e mandat de 6 ans. Élu avec 52% des voix, le président Maduro a promis au cours de sa campagne électorale une amélioration de la situation économique et l'introduction de solutions pour renouer avec la croissance. Et puis on vous emmène avant de se quitter dans le Grand Est algérien pour parler de la Kashabia. Plus qu'un simple vêtement traditionnel, elle incarne l'identité culturelle algérienne. C'est le symbole de lutte et de résilience durant la colonisation. Et même aujourd'hui, ce vêtement continue de tisser le lien entre passé et présent, porté par des artisans dévoués à la préservation de cet héritage. Neila Hamouda. Des mains expertes tissent la laine de mouton et de poils de chameau pour donner une vie à un vêtement qui incarne une tradition séculaire. La Kashabia, cette étoffe qui traverse le temps et les générations, reste une pièce incontournable du patrimoine culturel algérien. La laine que vous voyez, nous l'utilisons pour fabriquer des vêtements traditionnels, tels que la Kashabia et le bournos. Dans cette machine à tisser en bois que nous appelons mensej, elle est bien connue ici dans le sud algérien et à travers tout le pays. Nous continuons à préserver ce métier, fabriquant une variété de vêtements tels que la Kashabia et le bournos, le manteau, le tapis. Durant la période coloniale, la Kashabia a pris une dimension bien plus profonde et historique que son caractère traditionnel. Ce vêtement tissé dans des tons neutres et en laine épaisse était un allié précieux durant les années de lutte pour l'indépendance de l'Algérie.
Du haut des montagnes qui abritaient les valeureux moudjahidines, il est devenu un symbole de résilience et de défiance face aux colonisateurs. Autrefois, les moudjahidines portaient cette kashabia pour se camoufler et c'était nous qui la confectionnions pour eux. Aujourd'hui, j'enseigne cet artisanat traditionnel aux jeunes filles afin qu'ils ne disparaissent pas et que nous puissions le préserver pour les générations futures. Par la grâce de Dieu, 12 jeunes filles issues du milieu carcéral et 15 autres de la maison de l'artisanat traditionnel ont été formées par mes soins. Alors que la modernisation efface peu à peu certaines traditions, la kashabia, elle, résiste. Grâce aux efforts d'artisans passionnés, ce vêtement symbolique reste un pilier de l'identité algérienne. Les manifestations culturelles permettent de préserver non seulement un savoir-faire, mais aussi une partie essentielle de l'histoire et de la culture du pays. C'est une initiative pour les femmes et nous participons à l'événement de Kashabia et du Bournous afin de préserver ces traditions pour qu'elles ne disparaissent pas. Nous cherchons à les promouvoir et à les commercialiser pour que le patrimoine soit conservé pour les générations futures. Si Dieu le veut, la fabrication d'une Kashabia nous prend plus d'1 an. Nous ravivons le patrimoine et cherchons à attirer les visiteurs et le public cible de cette activité. Comme on dit, la kashabia et les vêtements traditionnels sont portés par toutes les couches de la société, du vieil homme au jeune enfant, des jeunes aux mariés. Aujourd'hui, bien qu'elle soit portée lors des mariages ou des fêtes religieuses, la kashabia continue de rappeler qu'elle fut autrefois un vêtement de combat. Sa fabrication et sa promotion sont des initiatives qui vont bien au-delà de l'artisanat. Elles sont un acte de préservation du patrimoine et une manière de célébrer la victoire d'un peuple sur l'oppression. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité de ce soir. L'Algérie appelle à des consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU, compte tenu de la gravité de la situation à laquelle est confrontée l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. « 462e jour consécutif de génocide sioniste sur la bande de Gaza. Le bilan dépasse ce vendredi la barre des 46 000 martyrs, dont des femmes et des enfants en grande majorité, avec 22 martyrs ces dernières 24 heures. Intensification des agressions sionistes contre le Liban. Au moins 6 personnes sont tombées en martyrs dans une attaque sioniste contre la ville de Tirdaba dans le sud du pays. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, est arrivé ce vendredi à N'Djamena, où il a remis au président de la République du Tchad une lettre du président algérien Abdelmajid Tebboune. Enfin, la Californie ravagée par les incendies, bilan au moins 10 morts et des millions de dollars de dégâts. Une catastrophe naturelle récupérée politiquement par les Américains. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche. Au revoir.